assez traîné pour prendre des décisions. Nous sommes capables de substituer l'énergie produite par les centrales nucléaires, qui sont dangereuses. Nous ne jetterons pas la pierre à ceux qui les ont inventées, ils croyaient bien faire. Nous ne jetons pas la pierre aux ouvriers qui les font tourner, heureusement qu'ils s'en occupent, parce que sinon on ne sait pas où on serait, etc. Mais c'est dangereux, voilà. Alors si c'est dangereux, on arrête. Et il faut autre chose. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Oui, on peut faire autre chose. Est-ce qu'on est capable de produire la quantité d'énergie nécessaire pour se substituer à la précédente? Oui, on sait le faire. Bien sûr. Les camarades et les amis qui travaillent sur ce sujet, à partir des travaux qui sont faits par plusieurs entreprises, dont certaines sont dirigées par des Français, mais sont allemandes, montrent que nous sommes capables, en l'espace de peut-être 2 ans, d'arriver à dégager une production qui serait l'équivalent de 1, 2 ou 3 réacteurs nucléaires. C'est ce que nous devrons faire. Il faut à tout prix que nous arrivions à convaincre qu'on peut faire autrement. Pas avec des phrases, ni en faisant peur à tout le monde, mais par des actes. Et regardez comme c'est important et intéressant. Ça veut dire que nous allons devoir mobiliser des milliers de jeunes gens qui ont la qualification professionnelle, et de tous les âges bien sûr, mais je pense surtout à la jeune génération. Il y en a quand même 600 000 sur le marché du travail tous les ans, hein. C'est un grand peuple hein, ici. On va leur proposer un objectif, exactement comme a fait la génération de mes parents, à qui on a donné comme objectif de remettre le pays sur pied, de mettre partout l'électricité dans tous les villages de France. On a dû finir dans les années 70. À un moment donné, on s'était mis en tête de coller le téléphone partout. En 3 ans, on y est arrivé. À un moment donné, on était un pays d'avant-garde parce qu'on avait le Minitel. On était le pays qui avait le plus grand nombre de terminaux d'ordinateurs du monde. On sait tout faire dans ce pays. Pourquoi? Parce que les gens sont éduqués et formés. Donc, en changeant la matrice productive, ce sont des milliers d'emplois qui vont arriver. Et une mobilisation. Il va falloir de la ferveur technicienne. Mais ça, les têtes d'œufs ne le savent pas. Pourquoi ils ne le savent pas? Ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils n'ont aucune idée sur le sujet. Dans toutes les entreprises et les grandes entreprises, on a remplacé au poste de commande les ingénieurs, les productifs par les commerciaux et les financiers. J'ai parlé en secret avec des gens qui travaillaient à Airbus. Ils disaient, mais ils vendent des avions et ils font des promesses. Ils disent, mais c'est pas possible, on nous demande de redessiner l'avion. L'un voulait une piscine dedans, l'autre je sais pas quoi. Alors les commerciaux, oui, oui, on va le faire, vous inquiétez pas. Mais non, c'est un autre avion avec une piscine dedans. Je prends un exemple extrême, hein. Mais si vous saviez, et le nombre de fois où des gens qui sont des commerciaux, c'est un métier commercial, ou des financiers, c'est un métier, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a à faire, prennent des décisions à la place des productifs, c'est une catastrophe. Donc, quand on dit qu'on va définanciariser l'économie, ce n'est pas seulement qu'on va couper les vaisseaux par lesquels chaque activité productrice est connectée à la grande sphère de l'accumulation capitaliste qui est au-dessus du monde, mais c'est que nous allons changer la structure des boîtes. Nous allons changer la structure du commandement. Et nous devons changer la structure de la décision dans l'entreprise. Parce que ça va mieux quand les gens décident comment on fait, que quand c'est seulement le chef qui le dit. Il y a peut-être des gens du bâtiment ici. Eh bien moi je me rappelle que dans le bâtiment, on disait, ben, on parle fort. Ouais. Et pourquoi? Ben, parce qu'il y a du vent. D'accord. Non, c'est pas vrai. C'est tout simplement parce que personne n'a été sérieusement formé aux techniques du commandement. Et ça s'appelle faire du débat argumenté. Dans une équipe où on a discuté, où tout le monde a compris ce qu'il y a à faire, la capacité d'initiative individuelle est démultipliée. Et celui qui sait le faire est toujours un meilleur contremaître que celui qui sait que donner des ordres. Celui qui sait convaincre est plus fort que celui qui ne sait que contraindre. Et les gens traités comme des êtres humains intelligents sont toujours plus actifs et plus entreprenants. Bon, voilà des choses qu'on sait. Vous voyez, là encore on touche à l'être humain, à ce qu'il est, comment il se comporte tous les jours, à partir d'un projet politique. Le changement de la matrice productive sera la tâche la plus compliquée à assumer. Parce qu'il faut rompre beaucoup d'habitudes et il faut déchaîner l'énergie créatrice de dizaines de milliers de gens. Bon, j'espère que tout ça vous fait envie. C'est drôlement plus excitant que de se demander combien de temps on va aller faire la queue à Pôle emploi et si on va avoir le RSA ou seulement le RSA socle ou le RSA plus, etc. qui aujourd'hui, dans quoi patauge se débattent des milliers de gens dans ce pays, hein, occupés à des activités morbides, organisées par d'autres qui aussi perdent leur santé et leur morale.
Car quand vous allez à Pôle emploi, vous avez là un concentré de la détresse humaine. Celui qui arrive a l'impression d'être traité comme un numéro, et celui qui est de l'autre côté du guichet avec une trouille, c'est que ça se passe mal. Et quand il s'assoit derrière son guichet, il sait qu'il ne tiendra pas les objectifs de la journée, pas des objectifs de fou. Il est impossible de traiter 200 ou 300 cas ou dossiers, etc. Tout le monde sait que tout ça n'a aucun sens. Et pourtant, tout le monde se raccroche aux apparences du fonctionnement collectif. Vous verrez l'étape suivante, ça sera démerdez-vous. Et puis c'est tout. On vous donne un chèque à chacun, faites la queue, vous prenez le chèque, vous en allez, au revoir, au pouvoir. Contentez-vous d'un revenu minimum, de je ne sais pas quoi, un machin qu'on vous donnera, parce qu'on est bien bon. La société se désagrège sous nos yeux. C'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est une société dans laquelle on s'agrège pour faire des choses ensemble. Donc, la campagne présidentielle, comme c'est la grande campagne dans ce pays, hein, c'est le sommet de la pyramide des pouvoirs, ben, ça a un défaut, c'est le sommet de la pyramide des pouvoirs, ça personnalise, ça déshumanise, puis c'est drôlement, c'est une lutte à mort. Hein. Parce qu'au début, bon, ça va, il y avait De Gaulle, on arrivait, on fermait les bras, bon, ça allait. Hein. Après, ça a devenu un peu plus dur. Et puis maintenant, c'est la sauvagerie quasiment à l'état pur. Il n'y a qu'à voir la dernière campagne, et celle qui s'annonce, c'est pas... Quand vous voyez un gars comme Hulot qui dit qu'il ne sera pas candidat, lisez bien attentivement ce qu'il dit. Lisez bien attentivement. Il dit, moi, je m'en sens pas de faire ça. L'homme providentiel, l'homme présidentiel. Et il a dit, juste avant, il a dit, c'est très cruel. C'est un homme intelligent, il est cultivé. Moi, je peux vous le dire, oui, c'est très cruel. C'est très cruel, c'est très blessant. De toutes les manières possibles, vous êtes atteint. Notamment parce qu'il y a plein de gens qui croient que c'est une partie de plaisir. On dit, ah, c'est la bataille des égaux. Ben, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le, je suis d'accord. Alors, comme les autres qui ont préparé un traquenard de première grandeur, déjà, j'espère que tu es passé à l'ENA. Hein. Ou alors que, bon, t'es un vieux guerrier comme moi, j'en ai tellement vu que j'ai appris, chaque fois que j'ai pris des coups, j'ai tout le temps pris des coups. Donc je suis au courant d'un tas de trucs. Mais sinon, comment on fait? Vous avez vu ce qu'est une émission de télé? Vous avez tous vu la dernière fois, vous êtes tous témoins. Bon, donc vous comprenez que c'est très dur, c'est inhumain, c'est fait et c'est réservé à certains. Hein, c'est d'ailleurs fait pour ça. Donc l'élection présidentielle, elle va concentrer l'attention. Plein de gens vont se mettre à faire de la politique. Moi j'ai voulu qu'on parte tôt. Pourquoi? Pas parce que j'avais hâte de m'exposer à la joie de guetter d'une semaine à l'autre sur la figure des copains, hein, le niveau des sondages, parce que ça aussi, hein, merci pour le truc. Parce que les camarades, aucun ne croit au sondage. C'est comme moi, je ne crois pas non plus à l'horoscope, sauf quand il est bon. Là, vous dites, ah oui, cette semaine, pour le cœur, formidable. Ah oui, c'est vrai. Le lendemain, c'est cette semaine, très mauvais pour le fric. Oh, c'est des bêtises. Bon. Mais, vous voyez bien, même ceux qui s'en défendent reproduisent les mécanismes. Naturellement, quand le sondage ne vaut rien comme instrument de connaissance. Mais comme instrument de conditionnement, oui, c'est très performant. Parce que les gens croient qu'il y a une vérité chiffrée, que l'opinion va se laisser mettre en boîte de chiffres. C'est pas vrai. Ça colle jamais d'ailleurs. Hein. Mais enfin, on continue à le croire tous, comme tout le monde regarde l'horoscope. Et la preuve que tout le monde regarde l'horoscope, c'est qu'il continue à le publier. Parce que sinon, il ne le publierait plus. Voilà. C'est comme les avis de décès. C'est pas des nouvelles très drôles, mais vous les regardez. C'est pour ça qu'il le publie. Voilà. Donc, la campagne, je voulais qu'elle démarre tôt. Pourquoi? D'abord parce que vous savez d'où je viens. Je ne sais pas si vous êtes dans cette salle. Moi, je suis un homme de gauche. Je ne dis pas que mon projet est un projet pour la gauche. Je serais bien bête avec ce qui en reste. Hein. Non, c'est un projet pour le pays. Et c'est très important de bien comprendre ça. Comme je vous dis tout à l'heure, être hors parti, ça ne veut pas dire être anti-parti. Moi, j'ai un total respect pour les partis. Mais je situe mon action hors parti. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde puisse se sentir représenté par ce que je fais et soit à l'aise. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte de parti pour passer. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Il n'y a pas besoin. Et ceux qui ont une carte de parti, eh bien, ils sont accueillis comme tout le monde. Et je demande à tout le monde d'être précautionneux avec la France insoumise. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini mon speech. Parce que c'est un objet très fragile que nous construisons. Nous sommes à la phase numéro 1, pas à la phase numéro 2, ni à la phase numéro 3. Et comme c'est moi qui planifie, on fera bien comme je vous dis. Pourquoi? Parce que sinon, c'est l'embrouille. Tout le monde fait n'importe quoi dans des domaines où ce n'est pas sa spécialité. Qu'est-ce que c'est faire n'importe quoi? C'est bousculer, précipiter, obliger, contraindre, tirer les cheveux, tordre les bras. Non, doucement. Il faut y aller tous ensemble, être bien sûr que tout le monde a bien compris chaque étape qu'on franchit. Et il faut que tout le monde puisse venir. Tout le monde.
sans qu'on demande à quelqu'un d'où il vient. Et je ne parle pas seulement carte de parti ou pas, parce qu'il y aura avec nous des gens qui n'ont pas voté avec nous d'autres fois. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Alors, t'as pas bien voté la dernière fois, rentre chez toi. Ou bien, et toi qui tais-toi. Et ton père, il votait quoi? Ah, il votait à droite, au revoir. Il votait extrême gauche, ça va, rentre chez toi. Non, je vous parle de choses, alors vous vous dites pourquoi il raconte ça? Mais parce que c'est le bazar dans ce pays. Autrefois, on votait quasiment par tradition. La famille était de gauche, tout le monde votait de gauche. La famille était de droite, tout le monde votait de droite. Mais les gens, tout ça est parti en morceaux. Vous avez des gens de gauche qui ont toujours voté à gauche, qui se comportent comme des gens de droite, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe au gouvernement. Et les autres qui les ont élus sont tout penauds, ils disent mais d'où ils sortent ceux-là? Comment ça se fait? Et ils arrivent à en convaincre. Ceux d'en haut arrivent à convaincre une partie de ceux d'en bas de leur bêtise. Et puis, vous avez des gens de droite qui bougent, qui se disent mais attendez, nous on était à droite parce qu'on aime la patrie, parce que bon, on croit au mérite et à l'effort, et rien de tout ça n'est respecté dans notre camp. Rien de tout ça, ils sont encore pires que les autres pour ce qui est de nous faire travailler comme des animaux, de ne pas croire dans notre pays, et de nous proposer des objectifs déments de guerre civile, de méfiance à l'égard de celui qui n'a pas la bonne couleur ou qui n'a pas la bonne religion. Il y a plein de gens que ça fait réfléchir. Donc il faut être ouvert au fait que la société bouge. Il faut donc fédérer à partir d'objectifs. Celui qui est d'accord ou celle qui est d'accord pour le changement de la matrice productive de notre pays, bienvenue. Celui qui est d'accord pour faire le changement du partage de la richesse, bienvenue. Celui qui est d'accord, celle qui est d'accord pour faire la 6e République, bienvenue. Celui qui veut faire tout ça, c'est qu'il a compris le lien qu'il y a entre tout ça, bienvenue. Et on ne s'occupera pas d'autre chose que de convaincre de ce qu'il y a à faire. Après que moi, comme homme de gauche, que vous ayez une vision sur le futur en vous disant, ben, déjà si on a commencé ça, ça sera encore plus facile d'aller à l'étape suivante du collectif. C'est votre affaire. Mais ce n'est pas le sujet. Là, il s'agit de mettre en place, pour 5 ans, une magistrature. Point. Personne ne peut dire qu'en 5 ans, il va changer de fond en comble tout. Parce que ce n'est pas possible. On va changer un certain nombre de choses. Comme je vous l'ai dit, les institutions, la matrice productive, la répartition de la richesse, la position de la France dans le monde. Dites, ça en fait des choses. Mais c'est raisonnable de penser qu'on va le faire. Parce qu'on sait par quel bout on va prendre le problème. Comment on va le régler, d'étape en étape. Pas en sortant notre cahier là, comme ça, et voici l'étape de la loi, tout le monde n'a plus qu'à faire ce qui est écrit dessus. C'est pas comme ça que ça se passe, notamment sur les questions de l'Europe. Si quelqu'un croit qu'avec une formule il a réglé le problème, il se trompe. On sait où on veut aller, à quoi on veut arriver. Mais les chemins peuvent être extrêmement divers, parce qu'ils vont bouger à partir du moment où nous-mêmes on se met en mouvement. Et le but, c'est d'entraîner une immense majorité. Pas un petit groupe qui, par un coup de force, arrive à prendre tout le monde par surprise et à défaire les choses, avec des projets. Vous savez, la principale faiblesse du Brexit, c'est que c'était dirigé par des gens de droite qui n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'ils vont en faire maintenant. Ils n'ont aucune espèce d'idée, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan B en tout cas, ils ne savent pas quoi faire. Nous, si, on ne peut pas prendre le risque de s'aventurer d'un côté ou de l'autre sans savoir à quoi on veut arriver. À quel résultat on veut arriver. Après, on verra le chemin qui y conduit. Donc, c'est pour ça que la France insoumise devait démarrer tôt. Parce qu'il faut ancrer la conviction. Il faut que les gens qui font équipe avec nous, nous ne sommes pas partis pour faire une troupe de supporters ou de groupies. D'abord, franchement, j'ai vraiment passé l'âge, quoi. Pour ce qui est de déclencher les groupies. Encore que la dernière fois, ils ont fait des articles sur moi, c'était marqué Mélenchon, la rockstar. Alors il y avait une photo. Un jour, je suis allé au Bataclan, vous vous rendez compte. Et alors, je ne sais plus quel était le débat, je me mets à parler, comme je suis là, je bouge les bras et tout ça. Et tout d'un coup, la lumière se met à clignoter. Elle devient verte, rouge, bleue. Et il y avait un type qui était là en train de s'agiter autour d'une table, le truc s'était mis en route tout seul. Et c'est pas fini. Une machine se met en route, pouf, et jette un flot de fumée blanche. Je voyais même plus mon papier. Et alors je fais comme ça avec les bras, j'ai dit mais on se voit même plus, puis je me marrais quand même, franchement. Il y avait un côté désopilant, la situation pendant plus tout le temps, la face de pierre là. Alors il y avait des photos, on voyait les bras comme ça, dans la lumière, avec de la fumée et avec la banane, et il était marqué en dessous la rockstar. Mon Dieu, mon Dieu. Enfin, bref, vous voyez, tout arrive quoi. Mais je reviens avec sérieux à mon affaire. Nous n'allons pas faire des macronades. Vous voyez, on amène un pantin là, un robot,
On lui a mis son truc, là, le piano mécanique, hein, c'est hey, soyez flexible, compétitif, levez-vous tôt le matin, couchez-vous tard le soir, prenez votre ordinateur. Voilà, ça fait Macron. Et à chaque génération, ils en trouvent un. Un pitre tragique, qu'on met là en route, qui fait semblant d'être de gauche avant de trahir tout le monde, il fait le tour, et puis après il disparaît. Celui-là, il ira pas loin. Mais bon, c'est pas ça. Et alors tout le monde dit, ah, c'est jeune, c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, tu parles comme c'est nouveau. Tu pourrais lui mettre une pancarte, faire suer le Purnous, c'est ça le fond de son truc. C'est tout, point. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il raconte. Tout est vieux, désespérément, tragiquement archaïque. Il n'y a pas une idée neuve dans ce qu'il dit. Pas une, pas un mot même qui change. Même le nom de son mouvement, il nous l'a piqué. En Marche, c'était le nom de la web-série qu'on a fait pendant la campagne de 2012. Et comme le système médiatique a une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire, vous savez, le poisson rouge, il fait le tour du rocher. Il dit, oh tiens, il y a un rocher, oh tiens, il y a un rocher, oh tiens, il y a un rocher. Ben eux, c'est pareil, ils ont oublié. Tout 2012, c'était il y a 4 ans. Ce type invente un mouvement en prenant le nom d'une web-série qui appartenait à notre campagne. Et je vous passe le reste, hein. Il a inventé, waouh, un truc super, une plateforme internet. Ouh, formidable. Oh, il y en a déjà 3 ou 4, mais c'est pas grave. C'est lui qui le fait, donc c'est jeune et c'est nouveau. Bon, la seule nouveauté, ça n'a pas à voir avec l'âge des artères. C'est vrai, des fois, bon, ben forcément, on va trouver dans la jeunesse bien des idées nouvelles, c'est certain. Mais c'est pas ça la nouveauté. La nouveauté, c'est celle des idées. Et il faut qu'une idée neuve résiste dans sa nouveauté à un peu plus d'un quart d'heure de stupéfaction. Donc nous devons sans cesse appeler à réfléchir, conscientiser, entraîner. Je vous ai dit un truc, bon c'est un calcul un peu comme ça, hein. On était 4 millions la dernière fois. Si on est 8 millions, c'est fait. Pas dur, 1 pour 1. Bon, alors comme il y en a qui ne font pas grand chose, il faut que les autres en fassent plus. À la rentrée, on va faire un truc un peu gamin, mais ça me plaît. Moi, j'aime bien les trucs gamins et simples. Un petit livret. Et dedans, il y aura des trucs à faire. Comme un cahier de texte. Et donc, il y a, pour chaque personne, 10 noms. Il faut trouver 10 électeurs. Soit qui ne votaient pas avant. Soit qui ne votaient pas avec nous et qui maintenant votent avec nous. Soit qui votaient avec nous mais n'ont plus envie, mais peut-être qu'ils voteront quand même. Soit qu'on dit qu'il ne voterait pas du tout, et qu'on fait changer d'avis, mais dans le respect de son intelligence, de ce qu'il dit, parce que les gens ne parlent pas pour ne rien dire. S'ils sont très en colère, il faut aller au bout de cette colère, la démonter par pièces, regarder tous les éléments, avant de réassembler les pièces pour proposer une sortie. Moi, je ne dis pas que les gens ont tort d'être en colère. Je ne dis pas que les gens ont tort de tout vouloir envoyer balader. Non, je ne dis pas ça. Je pense qu'ils ont raison d'être en colère, ils ont raison de vouloir tout envoyer balader, et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire, mes amis. Moi je propose qu'on le fasse dans l'ordre, avec méthode, et dans la démocratie. Mais j'ai vu des tas de pays où ça ne s'est pas passé comme ça. On a maintenu le couvercle sur la cocotte minute, tout bien fermé, tout bien serré, et vous aviez des gens très intelligents, hein, qui savaient tout mieux que tout le monde, comme les nôtres là, hein, et que c'était comme ça qu'il fallait faire, et pas autrement, et ainsi de suite, et blablabli, et blablabla, ils faisaient venir tous les autres importants à chaque élection pour dire pourquoi, bon, bref, vous connaissez tout ça. Et puis, boum, ça saute. J'ai pas fait tant de fois le tour de l'Amérique latine juste pour me promener. J'ai regardé, c'est pas des indigènes folkloriques qui jouent de la guitare en fumant des havanes. Dans l'Amérique latine, c'est des peuples qui ont une histoire compliquée, des sociétés complexes. C'est pas vrai que c'est que des très pauvres et des très riches. Il y a aussi une classe moyenne dans tous ces pays. Il faut arrêter de regarder les gens de haut, parce qu'on est européens, alors on a tout inventé avant tout le monde. Combien de fois j'ai entendu dire ça? Ils n'ont même pas regardé tous ces gens qui sont soi-disant de gauche, qui veulent soi-disant changer le monde. Ils n'ont pas passé une seconde à la regarder comment les autres essayaient de s'y prendre. Et pourtant, on a appris plein de choses. La première chose qu'on a appris, c'est que si vous tenez les choses trop fermées comme ça, boum, ça saute. Moi, je vous propose d'agir rationnellement, démocratiquement, dans l'ordre, avec méthode, pour changer notre société. Mais s'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Mais comme c'est là, ça ne peut pas tenir. C'est pas possible. Pas parce que les gens vont se révolter contre leur misère, si vous saviez. Un copain espagnol, il me disait, écoute, si on avait dit il y a 10 ans qu'une paye de 400 €, c'était une paye, les gens auraient hurlé de sortir à coup de pied de la salle. Aujourd'hui, les gens ils voient qu'une paye à 400 €, c'est presque un privilège.
Quand on dit que dans ce pays, il y a 9 millions de pauvres, les pauvres, c'est en dessous, 60% en dessous du salaire médian. Pour notre pays, ça veut dire 900 €. D'accord? 8 ou 9 millions de personnes sont en dessous de 900 €. Mais je vais vous dire une chose. Il y a plein de gens pour qui 900 €, c'est un énorme privilège. C'est une énorme paye. C'est 2 fois le minimum vieillesse. C'est des fois 3 fois ce que quelqu'un a pour vivre. Donc notre pays, déjà, il a réussi à humilier et à rabaisser toute une partie de sa population qui, du peu qu'elle a, maintient sa dignité dedans et ne veut pas se plaindre. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le monde qu'ils construisent est invivable. Invivable écologiquement, invivable socialement. Parce que vous ne pourrez pas continuer longtemps que quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous soigner. Vous ne pourrez pas continuer longtemps une société où vos enfants ne sont pas éduqués. Etc., etc., etc. Et vous ne pourrez pas continuer longtemps à faire une Europe où le seul argument qu'on a pour maintenir les gens ensemble, c'est de leur dire que si jamais ils s'en vont, ils seront cruellement punis. Et que s'ils restent, ils le seront également, mais que c'est pour leur bien. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas continuer à faire des manœuvres militaires en Pologne avec les armées de l'OTAN et ne pas avoir la guerre. Vous ne pouvez pas continuer à faire des provocations sans fin en Ukraine contre la Russie et ne pas avoir la guerre. Vous ne pouvez pas continuer à faire la guerre aux autres sur le parcours des pipelines et des gazoducs et vouloir que les gens qui s'enfuient parce qu'ils ne veulent pas être bombardés restent chez eux ou repartent ou se noient, si possible, sans faire d'histoire. Ce n'est pas possible. Vous en avez 1 million qui se déplacent et vous ne savez déjà plus quoi faire alors qu'on est 500 millions. La France a rapatrié 1 million de pieds noirs. Je donne des chiffres pour que vous puissiez mettre les choses à leur place. Nous étions à l'époque 50 millions. La France a accueilli 130 000 boat people. Et aujourd'hui, on va se regarder comme ça pendant des heures, parce qu'on parle de quoi? De 30 000 personnes en 2 ans, c'est-à-dire exactement le nombre de gens qu'on a admis l'année précédente. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils vous mentent tout le temps, sans arrêt. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est un mensonge. Nous allons prendre 30 000 personnes. Tu le faisais déjà l'année dernière. Pourquoi tu racontes ça? Pour qui tu nous prends? Dis-nous que tu veux personne. Explique pourquoi. Dis-nous qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on va jeter les gens à la mer. Mais ne nous mens pas. Voilà ce qu'on a le droit de lui dire. Nous sommes des citoyens majeurs, nous pouvons tout entendre. Du moment qu'on nous parle franchement. Alors on peut dire franchement la chose suivante. Les gens vont continuer à partir aussi longtemps qu'il y aura la guerre. Et donc la solution, c'est d'arrêter la guerre. Vous avez vu ce journaliste qui me dit « Ah bon, c'est aussi simple que ça ?» Il aurait pu me demander comment on arrêtait la guerre. Non, il me demande si c'est aussi simple que ça d'arrêter l'immigration en arrêtant la guerre. J'ai lu dans le journal Le Monde un très bon papier où il y avait un émir de l'Arabie Saoudite qui était avant le chef des services secrets. Alors le journaliste lui dit « Il y a une solution ?» Il dit « Bah oui, on n'a qu'à arrêter la guerre. » Alors le journaliste lui dit « Mais comment vous allez faire ça ?» Il dit « Oh, c'est très simple, hein, mais personne ne veut le faire. » Eh bien oui, c'est une chose très simple. Qu'est-ce que vous croyez que c'est une guerre? Des gens qui se lèvent un matin, ils prennent un bâton qu'ils ont à la maison, hein, ils sortent du temps, ils tapent dans le tas. Ou bien non, comme chacun le sait, hein, on a tous notre petite dizaine de barreaux de dynamite, alors on s'accroche au trou du ventre, tiens, aujourd'hui je lis un bouquin, et poum, vient me faire sauter. Bien sûr que non. Ça veut dire qu'il y a des armes, du matériel, donc de l'argent, des gens qui organisent. La guerre tombe pas du ciel, elle est méthodiquement organisée. Daesh est méthodiquement organisé, payé par des gens qui donnent de l'argent pour qu'ils s'arment, pour qu'ils rentrent dans les villes, pour qu'ils tuent tout le monde. Parce que c'est un jeu compliqué où il s'agit de faire passer les pipelines et les gazoducs ici et par là-bas, etc. Voilà pourquoi ils se battent. Donc il faut arrêter la guerre. Et les autres? On me dit, oui, mais les autres. Alors, eh bien, quoi, les autres? Quel est votre problème avec les autres? Eh bien, c'est très simple, non, on les rejette à la mer. Quoi, tout le monde a compris. Ils arrivent sur la plage, on les prend, tchouf, on les rejette à la mer. Non, ça vous paraît pas raisonnable? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, sinon les accueillir? Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On ne peut rien faire d'autre. La solution, c'est de les empêcher de partir. Et pour les empêcher de partir, ils ne partent pas de leur plein gré. Il faut arrêter les conditions qui les font partir. Cessez de rendre ce problème ingérable, parce que vous y semez partout de la haine.
Alors quand ils sont là, eh ben on les reçoit, on les accueille, on s'arrange que ça ne puisse pas une pagaille en descriptif partout, et pour ça on s'organise. On ne laisse pas s'installer la jungle à Calais. On me dit, qu'est-ce que vous faites avec ceux qui sont à Calais? Ah pardon, où veulent-ils aller? En Angleterre? Ben qu'ils y aillent. Pourquoi ce sont nous les gardes-barrières de la Grande-Bretagne? Parce qu'elle nous donne de l'argent pour mettre du barbelé autour du camp. C'est ça la stratégie politique que nous avons. Que ces gens aillent en Angleterre, puisqu'ils veulent y aller. Et si les Anglais n'en veulent pas, ils vont qu'à faire comme nous, essayer d'arrêter la guerre. Et ainsi de suite. Mes amis, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Les gens me disent, mais on ne peut pas accepter. Puis je sais bien, il y a plein de choses qu'on ne peut pas accepter. Et on fait avec. Si vous n'êtes pas capable de faire face à 1 million de personnes qui arrivent, qu'est-ce que vous allez faire quand il va y en arriver 250 millions? Parce qu'il y a 250 millions de gens qui vont se mettre en mouvement à cause du changement climatique. 250 millions. 80% d'entre eux, vous vous dites, tant mieux, on s'en fout, c'est chez les autres. Parce que 80% des migrations climatiques se font au sud. Mais vous n'allez pas rire longtemps. Parce que si ça se fait au sud, quand ils passent une frontière d'un État pour aller dans l'autre, je pense à mes amis africains, des endroits que je connais à peu près pour avoir déjà vu ce que ça donnait. Quand 500 000 de Sierra Leone et du Libéria sont passés en Côte d'Ivoire, le désordre a été garanti quasi dans les 5 ans qui suivaient. Pas à cause des 500 000 qui étaient là, ni des autres, mais tout simplement parce qu'il n'y avait rien de prévu pour faire face à ça. Et que tout le monde s'est dit, ils ont qu'à se débrouiller. C'est entre eux, on ne sait pas ce que c'est, une histoire confuse. Tout ça, c'est des Africains, c'est le folklore. Voilà comment l'Europe s'est rassurée à bon compte. Mais quand des millions de gens vont commencer à passer d'une frontière à l'autre et déstabiliser des pays qui sont déjà déstabilisés, où croyez-vous que les gens vont aller? Un peu plus loin, ça tombe bien un peu plus loin, c'est nous. Et c'est normal que quelqu'un veuille aller là où il se dit, je serai soigné, on va s'occuper de mes enfants, on va les éduquer, j'aurai une autre vie. Et les gens qui partent, ils se rassurent du malheur qu'ils subissent, qui est de s'arracher à la famille et à l'endroit où il est. Ils se rassurent en pensant à ce lendemain qui sera meilleur pour ses enfants. Et ceux qui ne le savent pas n'ont qu'à aller parler avec une famille d'immigrés, dont les enfants qui ont aujourd'hui la trentaine et sont des bons citoyens français, sont là parmi nous, ont épousé nos enfants. Allez parler avec les vieux Chibani pour comprendre la détresse, la profondeur de la souffrance qu'a été l'immigration, l'isolement, la vie tout seul. Et vous allez voir que personne n'a envie d'immigrer pour le plaisir. Ça n'existe pas. L'immigration est toujours une souffrance pour l'immigré. Jamais l'oublier. Nous sommes des êtres humains semblables. Et en une génération, nous faisons des familles ensemble. Donc le sujet, c'est la façon avec laquelle on traite ces questions. Pas la gravité du problème qu'elles soulèvent. Alors après, tout le reste, oui, je le connais, je le sais. Les problèmes qu'on peut avoir parce qu'on ne dit pas de la même façon, parce que le rapport n'est pas le même. Bon, tout ça, on le sait. C'est rien à régler, ces problèmes-là. Mais si vous y mettez le fiel de la haine partout, tout le temps, alors vous êtes sûr que vous ne réglerez rien. Et la France est une nation qui ne peut pas faire autrement que d'être inclusive. Parce que c'est le bout du continent. Et que si on veut descendre, tchouf, il y a les Pyrénées. Et si on veut remonter, tchouf, il y a la mer. Et si on veut plus loin, il y a l'Atlantique. Donc c'est pouf, terminus, France. C'est comme ça depuis 10 000 ans. Ça n'a pas toujours été marrant. Hein. Quand est arrivé Sapiens, il y avait déjà le Néandertalien qui était là, c'est lui qui est mort. Et ainsi de suite, ça fait un moment. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les DNA qu'il y a plusieurs milliers d'années, eh bien, il y a eu une sévère bataille entre des Parisiens et des Alsaciens. Bon, ils ne savaient pas qu'ils étaient Parisiens et Alsaciens, mais j'ai vu que ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, que ça circule dans tous les sens. Il ne faut pas avoir peur, il faut savoir organiser. J'ai pris ces sujets parce que c'est un de ceux qui est les plus difficiles. Pas par son contenu, pas du tout. Mais par les mentalités, par les manières de réagir qui met en cause. Les gens ont plus peur que la réalité ne devrait leur faire peur. Et combien de gens ça arrange qu'on passe notre vie à discuter de terrorisme, de réfugiés, au lieu de parler de tout le reste, qui est autrement plus urgent et autrement plus important dans notre vie.